Alors, c'est uniquement une introduction symbole, hein, donc on va prendre quelques-uns, on va picorer, mais essayer d'approfondir quand même les quelques choisis, les heureux élus. Alors, je vais d'abord vous parler des 4 éléments. Alors ça, c'est un truc très vieux, je ne sais pas d'où ça remonte, la notion de 4 éléments. Il y a les alchimistes qui utilisaient ça, c'est un truc un peu bizarre. Et on va essayer de voir s'ils sont encore présents dans notre vie de tous les jours, notre vie concrète. Alors, un des beaux exemples à prendre, alors moi, au lieu de 4 éléments, j'aime mieux parler de 4 états, moi. Parce que état sous-entend qu'on peut passer d'un état au suivant. Alors, c'est le cas de l'eau. L'eau, on le trouve sous forme solide, c'est de la glace. Si on chauffe un peu, ça devient de l'eau liquide, de l'eau. Si on chauffe encore, ça devient de la vapeur d'eau. Alors, la vapeur d'eau, je précise que vous en avez dans l'air ambiant, hein, mais ça ne se voit pas. C'est un gaz, à ne pas confondre avec le brouillard. Ce sont des gouttelettes d'eau en suspension. Bien. Alors, on peut arriver donc jusqu'à du solide, liquide, gazeux. Alors maintenant, revenons en arrière, reprenons le liquide, l'eau. Au lieu de le chauffer, on peut aussi lui donner un courant électrique. Et qu'est-ce qui va se passer? On va hydrolyser l'eau, donc produire d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène. Et si vous recombinez les deux, bah, ça brûle, ça fait une flamme, donc vous avez de l'énergie rayonnante. Voilà. Voilà ma fille qui arrive. Quelle publicité. Ça, tout le monde t'a repéré comme ça. Voilà, donc les 4 éléments, on peut prendre de l'eau. Ça marche très bien. Ensuite, plus en plus fort, vous savez tous ce que c'est ça. Alors c'est pas une bougie d'anniversaire évidemment. Vous savez qu'au palais de Versailles du temps de Louis XIV, c'est la lumière qui était le poste de dépense numéro 1. Bon. Alors jusque-là, bah, c'est de la cire, hein, donc c'est solide, il ne se passe rien. Donc transformation, alors ça nécessite un petit accessoire. Il faut toujours le Fiat Lux hein, pour que ça démarre. Voilà. Et là, est-ce qu'on a les 4 éléments maintenant? Alors on a toujours la partie solide. En partie haute se développe du liquide, ben, c'est la cire fondue tout simplement. Au-dessus, ce que vous voyez, ce qu'on appelle généralement flamme, ben, c'est un gaz ionisé, c'est-à-dire que vous avez des atomes qui perdent un électron, qui gagnent un électron, et cette vibration produit une vibration électromagnétique qui s'appelle la lumière. Voilà. Alors ça, c'est une très belle illustration des 4 états, puisque c'est la même cire qui est tantôt solide, tantôt liquide, tantôt gazeuse, tantôt qui part en rayonnement. Et à la fin, il ne restera plus rien, ou presque. Quelques reliefs de la mèche. Bon, alors ça encore, c'était un peu archaïque. Nous allons maintenant faire un grand bond en avant, comme disait Mao. Voilà, vous avez tous reconnu cet engin. Alors pour moi, j'aime bien cet engin parce que ça illustre notre modernité à, on dit, retourner vers le divin. Dans les temps immémoriaux, il y avait la notion d'aller à la quête du paradis, retrouver l'unité originelle, des choses comme ça. Bon, maintenant, on est beaucoup plus concret, on veut carrément viser les étoiles avec un truc qu'on peut monter dedans, hein, c'est du costaud. Bon, alors où sont les 4 éléments là-dedans? Eh bien, ils sont dans les combustibles. D'ailleurs, l'expérience sur la bougie, hein, c'était sur les combustibles. C'est que du combustible. Alors là, c'est un peu plus sophistiqué. Alors, vous connaissez le nom de cette fusée? Ariane. Voilà. Vous savez pourquoi elle s'appelle Ariane? Parce qu'au départ, elle retombait toujours. Et en fait, il y avait un fil attaché. C'était le fil d'Ariane. Maintenant, c'est réparé, elle marche. Il y a la petite sœur qui va s'appeler Ariane 6 qui est sous presse. Bon, alors dans ces deux tuyaux là sur les côtés, ça s'appelle des boosters à poudre. Ça brûle de la poudre. Donc la poudre, c'est du solide, hein, combustible solide. Et dans la partie centrale, ici, alors avant on utilisait du propergol, c'est un combustible liquide. Maintenant on utilise un étage cryogénique, c'est-à-dire qu'on a de l'hydrogène et de l'oxygène, mais qui sont liquéfiés. Pour les liquéfier, il faut les refroidir énormément. Mais avant de les brûler, on les remet sous forme de gaz. Parce que les liquides ne brûlent pas, il faut toujours les repasser en forme de gaz avant que ça brûle. Comme pour la bougie d'ailleurs. Voilà, donc on fait brûler les poudres, des liquides, qui deviennent gazeuses, et ensuite tout ça monte. Et arrivé à un moment donné, on va être suffisamment haut, et on va sortir le satellite. Voilà. Et lui, quelle énergie il va utiliser?
bien, une fois arrivé suffisamment haut, il se déplie, il déploie ses bras, il se tourne vers le soleil, et il est inondé de la lumière du soleil. Voilà. Et grâce à ça, il va pouvoir tourner autour de la Terre pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, la Terre, l'eau, l'air, ici, ça va brûler quelques dizaines de minutes au grand maximum, alors que le feu du soleil, ça dure des dizaines d'années. Alors, comment dirais-je, le lien que je fais, c'est que si vous cherchez la vie éternelle, il vaut mieux vous brancher sur la lumière. Les feux de poudre, etc., les feux de paille, ça ne sert que pour monter un tout petit peu. Pas mal comme image. Voilà, bon, c'était une analogie, je suis l'auteur. Alors, la fusée, c'est bon. Alors, ensuite, je vais vous parler de l'arbre. Pas l'arbre des voitures, hein. L'arbre à canne, plus gros qu'un, le vrai arbre avec des feuilles. Alors, on va toujours partir de la terre, évidemment. Hein. De la terre. Bon, là, je crois que c'est la terre, il y a des petites fleurs. Et puis, il faut le soleil. Hein. Il faut toujours un binôme hein, pour créer, pour extérioriser. Donc, voilà le ciel et la terre. Alors, si on met une graine ici, au départ, si c'est en hiver, il ne se passe rien. Hein. Parce que la graine, qu'est-ce qu'il lui faut pour repartir vers le soleil? Il lui faut de la chaleur. Encore de l'énergie, comme pour la fusée et la bougie, on est toujours dans les mêmes notions. Hein. Il lui faut de la chaleur, il lui faut de l'eau, elle commence à germer. Hein. Comment on fait germer des graines? On les met dans l'eau, tout simplement. Et puis à un moment donné, il va y avoir la première feuille qui va pousser, et puis là, il va y avoir des échanges d'air. Alors, faisons un bel arbre. Bon, c'est le seul que je fais dessiner. Hein. On voit bien que c'est un arbre, quand même. Alors, chose intéressante dans l'arbre, c'est qu'il a des feuilles. Vous avez tous remarqué ça. Voilà, une belle feuille. Et une feuille, ça sert à quoi? La respiration. Ouais, alors notez dans feuille, il y a feu. Ça, c'est le feu du soleil. Voilà. Et comme les feuilles des arbres utilisent l'énergie du soleil, les feuilles de papier utilisent le crayon. Alors que là, c'est le rayon. Il y a rat dans rayon, hein, donc le soleil. Mais ça, c'est écrit plusieurs fois, si on ne sait pas lire. Bon. Alors, et en plus, le crayon, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Parce que crayon, c'est rayon plus C, le carbone. Et un crayon de papier, qu'est-ce qu'il a au centre? Du carbone. Bon, alors c'est pas tout. Ici, il nous faut des racines, évidemment. Alors, on va écrire racines. Et dans racines, il y a Ra. Encore le dieu du soleil chez les Égyptiens. Est-ce un hasard? Bon, certainement pas. Alors, pour que ce binôme puisse vivre entre le ciel et la terre, il va falloir qu'il s'établisse des courants. Voilà. Et les courants, bah, ça va être les courants d'air et les courants d'eau. Et ça va se faire comment? Alors, ici, on arrive... comment je dessine? En disant qu'il y a de l'eau qui arrive ici. Enfin, c'est la sève, en fait. Hein. Avec l'action du soleil, l'eau va s'évaporer. L'eau s'évapore. Alors, la sève ayant perdu son eau, qu'est-ce qu'elle va? Elle va devenir plus dense, plus épaisse. Imaginez un sirop par rapport à de l'eau, c'est plus épais. Ici, c'est l'inverse. On va avoir de l'eau qui va arriver sur la sève. Donc la sève va être diluée, donc plus légère. Donc ici, ça va avoir tendance à monter, et là, ça va avoir tendance à descendre. Donc si je fais les deux courants, parce que dans un arbre, il y a deux courants de sève, un descendant et un montant. Voilà, c'est très symbolisé. Hein. Voilà. Et petite chose amusante aussi, la sève. La sève, c'est S, notre fameux serpent, hein, qui est toujours autour de l'arbre. On le voit là, qui commence à tournicoter. Hein. Et Ève, E-V-E, qui se lit dans les deux sens, hein, parce que ça monte et ça descend, c'est normal. Voilà. Donc on résume, hein, la terre, le feu en haut,
Et entre les deux, on a un mouvement de bascule entre l'air et l'eau, ça fait de la sève, et qui a aussi besoin de s'agglomérer des particules solides, le bois, les feuilles, etc. Parce que là, on n'est plus dans le symbolisme, hein. Là, on est dans le monde réel. Donc, pour retrouver les symboles à travers des objets réels, comme la fusée, c'était un peu plus simple parce que c'est mécanique. Là, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on pourrait aussi dire qu'il y a le serpent dans l'ADN, hein. Enfin, ça peut aller très loin. Là, c'est juste une petite introduction. Pomme. Ah oui, un mot sur la pomme quand même. Tant qu'on est dans l'arbre. La pomme, à un moment donné, il y a une pomme qui se met là, et elle tombe. C'est la chute. Elle est dans la terre, comme nous sommes actuellement, et on essaie de remonter, en retombant souvent d'ailleurs, mais on va finir par y arriver. Hein. Est-ce que je peux me permettre? Oui, vas-y. C'est les Tibétains, ils disent qu'en fait, il y a les 4 éléments, mais il y en a un autre. Oui, le bois. Non, Non. l'espace. Ah oui? Ils disent que. Et moi, je dis ça, c'est parce que rien ne peut se produire si tout ça n'est pas. Oui. Il n'y a pas l'espace. C'est pas très tangible, c'est pas difficile, facile à dessiner graphiquement, l'espace. Ça me gênait. Oui. Bon, l'espace est là alors. Alors donc retenez surtout de ça, alors les 4 éléments, l'ordre est précis. Hein. C'est la terre, l'eau, l'air, le feu. Pas l'inverser. Hein. Parce que quand vous chauffez quelque chose, il change d'état, il va à l'état au-dessus. Quand vous le refroidissez, il va à l'état en dessous. Par exemple, du métal, c'est dur, c'est de la terre. Mais si vous chauffez à des millions de degrés du métal, il est bien liquide. Voilà. Et on voit ça un peu sur les volcans, mais là, c'est pas des millions de degrés, c'est des milliers. Si vous allez sur certaines planètes, le métal est carrément liquide, quoi. Et inversement, si on refroidit du gaz, on a vu tout à l'heure l'hydrogène et l'oxygène diffusés, eh bien, il devient liquide, donc il redescend d'un état. Et il n'y a pas beaucoup d'états intermédiaires, hein. Attention. Par exemple, de la boue, c'est un peu un état intermédiaire, mais c'est pas stable. Mettez de la boue quelque part, très vite, ou elle va sécher, redevenir solide, ou elle va être lessivée par la prochaine pluie, et devenir liquide. Voilà. Donc, c'est des éléments pour pas du tout des billevesées. Ah. Bon, alors un petit mot sur le caducée. Alors le caducée qu'on voit là dans sa forme, le caducée d'Hermès, hein, l'axe, les 2 serpents, les ailes et la partie centrale rayonnante en haut. Notez qu'en caducée, on ne représente jamais la Terre qui est en bas. Rarement du moins. Alors moi j'ai fait l'association entre le caducée et l'éolienne. Comme ça. Parce que l'éolienne c'est un instrument prométhéen. Le but c'est de capter l'énergie du soleil, de la transformer en courant électrique et ensuite de l'injecter dans le sol pour ensuite en faire moult utilisations. Alors évidemment, l'éolienne ne capte pas directement le rayonnement solaire. Ça c'est le rôle des capteurs photovoltaïques ou thermiques. C'est plutôt le bas. Voilà. En fait c'est la Terre qui capte le rayonnement solaire. Ensuite la Terre étant chaude échauffe les masses d'air. Les masses d'air chaudes montent pendant que les masses d'air froides descendent. Et comme tout ça retombe sur la Terre à un moment donné, ça fait des courants d'air horizontaux, qu'on appelle le vent, tout simplement. Et ça récolte le vent. Mais en fait, au départ, c'est bien le soleil qui apporte l'énergie. Hein. Voilà. Et alors, où sont les serpents là-dedans? Vous voyez bien le mât central vertical, hein, le support. On voit bien les ailes. Bon, là, il y en a 2, il y en a 3, mais le principe est le même. Alors, où sont les serpents? Alors, faisons voir où est le moteur. Pardon. Cet élément-là, c'est la génératrice. C'est à cet endroit qu'on transforme l'énergie mécanique des pales en courant électrique. Ça correspond à ici. On a un élément qui transforme une énergie en énergie rayonnante. Ça peut être un soleil, ça peut être une ampoule. Alors, les serpents, eh bien, ils sont tout simplement à l'intérieur du mât, puisque le câble électrique ici doit bien repartir dans le sol. Et l'énergie transmise, c'est du courant électrique sinusoïdal. Si je le dessine. Voilà, et on a toujours 2 câbles, évidemment, comme pour tout courant électrique. Alors, c'est pas dessiné, évidemment, hein. Il faut le savoir. Mais ça, c'est, comment dirais, on ne peut pas douter de ça. Il y a forcément 2 câbles électriques qui descendent. Sinon, on ne peut pas faire des pales qui tournent en l'air comme ça pour le plaisir. Bon, voilà le caducée.
Ah oui, C'est une petite idée. Oui, là, je dis qu'on transformait ici l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, est-ce qu'il y a une partie du corps humain, certaines parties du corps humain qui font la même chose, qui s'appellent des roues d'énergie en sanskrit? Les chakras, voilà. Ça, c'est un chakra pour moi. Enfin, l'équivalent d'un chakra, attention. Transposé sur le monde mécanique. De même qu'on peut dire qu'il y en a un là, qu'il y en a un là à chaque perception. Voilà. Donc retenez ces instruments prométhéens. Ensuite. Bon, la croix maintenant. Voilà, c'est ma croix préférée. Mieux que la bannière. Bon, c'est bien une croix, hein. Il y a un élément horizontal, un élément vertical. Et c'est à la rencontre des deux, sur ce point précis, que vont se développer des sonorités agréables. Alors, ça c'est un peu systématique de toutes les croix, j'ai l'impression. C'est toujours le point de contact entre les deux axes qui est important. D'ailleurs, dans un repère graphique en maths, hein, qu'est-ce qui est important? C'est l'origine, là d'où parlent les deux axes. Si je prends un clou et que je le plombe sur une planche, c'est perpendiculaire, ça fait bien une croix, et c'est bien l'endroit, la pointe du clou qui est importante. Enfin, si je tape 10 cm à côté, je me rapproche. Voilà, et ça produit de l'énergie. Alors là, j'ai aussi fait quelques extrapolations. Ah oui, alors... Bon, ça c'est lié à l'angle droit. Hein. Une croix, c'est jamais que 4 angles droits. Ça s'appelle le quart de tour. Voilà. Et que les moteurs démarrent au quart de tour. Pas seulement parce qu'avant c'était à la manivelle, hein, mais c'est plus subtil que ça. Parce que les différents règnes sur Terre marchent aussi au quart de tour. Les règnes sont le règne minéral, végétal, animal, humain. Le règne minéral, vous avez déjà observé du sable sur une plage, c'est horizontal. Ensuite le végétal, comme notre arbre, c'est vertical. Les animaux, ça se remet à l'horizontale, et l'homme se remet à la verticale. Donc on a les 4 règnes qui forment les 4 angles, les 4 carrés. Enfin les 4 angles, on a les 4 branches, on va dire. Voilà. Donc c'est important l'angle, et donc la croix. C'est sur ça qu'on est basé. Alors je crois que simplement c'est parce que les positions intermédiaires, comme pour les 4 éléments où les éléments intermédiaires ne sont pas stables, comme la boue, là les éléments intermédiaires ne sont pas stables. Alors, essayez de vous tenir à 45 degrés debout, vous verrez, ça c'est pas terrible. Hein. Vous ne tiendrez pas longtemps. Hein. Voilà. Alors, il y a une extrapolation. Oui, alors là, ça nous amène sur les notions de réceptif et actif. Dans le violon, ici, on va dire que le corps du violon est réceptif, à condition d'avoir bien tendu les cordes, hein, comme disait Bouddha, ni trop peu. Il est réceptif, et l'archer est actif. Il est actif parce que c'est le violoniste, il est actif. Hein, mais... Et c'est à partir du moment où il y a eu contact que les cordes du violon qui étaient réceptives deviennent actives, et produisent du son. Ça s'appelle une inversion de polarité. Voilà. Et je crois que pour l'être humain, c'est pareil. Quand nous sommes en état de méditation, de calme, de repos, nous sommes réceptifs. Et quand un stimuli extérieur ou intérieur arrive, à ce moment-là, hop, on repart pour un tour, quoi. Quart de tour. Et on devient riche d'idées, d'envie, de désirs, etc. D'où l'importance de savoir être réceptif, de ne pas devoir constamment être en train de se projeter sur nous. Bon, là, j'extrapole un peu. Voilà, alors maintenant on va essayer de transformer les symboles. Parce que les symboles pris un par un, ça donne rien. C'est comme les lettres de l'alphabet. Si vous connaissez que l'alphabet, bon bah, non. Il faut savoir assembler les lettres pour former des mots, ensuite assembler les mots pour faire des phrases, ensuite des chapitres, des romans, etc., des bibliothèques. Alors on va partir du carré. Voilà. Carré tout simple. Et on va le transformer. Alors pour ça, le mieux c'est de se baser sur les centres. Les centres des côtés. Voilà. Je mets en rouge ici. On va reporter là. Ici.
maintenant, on va faire tourner chaque côté de 33 degrés. Enfin, on va configurer les sièges. Voilà. Donc là, j'ai fait tourner un peu les côtés. Là, je les fais tourner un peu plus. Et en finale, voilà. Donc vous voyez qu'un carré, qui est une figure fermée, peut devenir une croix qui est une figure ouverte. Alors à quoi ça sert ce truc? Alors regardez bien la croix ici, les deux branches horizontales. Alors regardez, j'ai la même chose. J'ai un point de rotation ici. Hein. Là où ça tourne. Alors qui a copié sur qui? Je ne sais pas. Mais... Bon, maintenant le cercle. Là il est fermé. Il est fermé, c'est ce qui délimite une surface. Alors maintenant je vais déplier le cercle. Alors lui en le faisant rouler. Alors imaginez que ça c'est votre roue de voiture, vous collez un crayon sur le pneu et vous roulez le long d'un mur où il y a une bande de papier. Ben, que va faire la roue? Elle va dessiner ça. Voilà, elle va faire un tour. Et si vous faites plusieurs tours, ben, ça donne ça. La sinusoïde, le fameux serpent qu'on a vu au départ. Donc là encore, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Alors c'est intéressant cette notion de fermé, ouvert. Notamment quand on reprend l'évolution minérale, végétale, animale, humaine. Par exemple, les poumons. Les poumons des animaux correspondent aux feuilles des arbres. Les feuilles des arbres captent l'énergie en étant ouvertes, en recevant le soleil. C'est là qu'il y a la transmutation, enfin, le transfert d'oxygène, etc. Or, chez les mammifères, eux, les poumons sont à l'intérieur, sont des alvéoles fermées, et qui sont reliés par des petites branches, des grosses branches et la trachée artère. C'est exactement la forme d'un arbre. Hein. Il y a un bouquin entier qui est écrit là-dessus. La forme du poumon, c'est l'arbre. Mais on a inversé, parce qu'on n'est plus dans le même règne. Donc il y a le 90 degrés. Et là, on retrouve le fait que le 90 degrés nous donne le passage du fermé ouvert. Ah, là. Alors là, on va parler un peu des nombres, très succinctement. Les nombres. Bon, alors, vous savez tous ce que veut dire ça. Et là, par exemple, il ne manquerait pas une lettre ici. Hein? Le V. Ah, le V de la victoire. Bon, ça fait Yves. Il y en a 3 dans la salle, je vous signale. Avec le record du monde. Bon, alors si vous n'avez pas le V de la victoire, qu'est-ce qui peut se passer? Là, vous allez être barré. Voilà. Une force de l'argent sur là. Le yen, l'euro, le dollar. Mais le double barre, attention, c'est pas fini. C'est comme l'effet qui se coule. Voilà, vous n'avez pas barré, bah oui, il y a le code barre. Et dans le tout, alors tout code barre est comme ça. Hein. Il y a 2 barres fines qui dépassent à droite, à gauche et au milieu. D'accord. Et quel est le codage de ces 2 barres fines? Attention. Voilà, 666. Alors je ne fais pas d'interprétation, mais je vous livre ça. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une petite image là. Alors là, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Ce que j'ai voulu représenter, c'est justement la respiration des symboles. Alors en gros, là, c'est le plan vraiment le plus symbolique, le plus théorique qui puisse exister. C'est l'addition, le symbole de la croix. Là, ce sont des symboles connus qui sont utilisés par des grands mouvements, des religions, etc. Et puis là, c'est le monde réel. Enfin, une vue du monde réel, on va dire. Et donc, la symbolique, c'est important de savoir quand on l'utilise, sur quel plan on l'utilise. Parce que je pense que ces différentes croix sont des incarnations de cette croix originaire, enfin, originale, je ne sais pas. On connaît
regardez, ça c'est la croix égyptienne, la croix de Malte, la croix celte, la croix chrétienne, rosicrucienne, la croix rouge, c'est la croix basque, je crois. Voilà. Puis après, des objets de la vie courante, les 4 points cardinaux, une vanne de tuyauterie qui se ferme encore avec le quart de tour. Aujourd'hui, ça marche au quart de tour. La plupart des vannes, maintenant, c'est des vannes quart de tour. Les mots croisés, etc. Voilà. Donc je crois que chaque plan s'inspire plus ou moins consciemment des suivants. Tu sais, c'est comme quand vous faites tomber un caillou dans un plan d'eau, il y a un petit cercle qui se présente, qui grossit, 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 grossit. Donc la vie c'est ça, je pense. Les symboles. Ce qui est symbole à une époque peut devenir concret à une autre. Hein. Ça évolue. Voilà. Bon, ben voilà, c'était une introduction au symbole. Par rapport à ce que nos ancêtres, entre guillemets, nous ont appris, quoi. Mais je ne prends pas tout, évidemment. Quand je vois les correspondances, je les développe et j'en fais une page, mais c'est tout. Hein. Ceux qui ne me parlent pas, et je ne vois pas tout. Hein. Voilà. Non, on articule un métalangage avec même ces 5 symboles, 6, on développe un métalangage qui est quand même assez... On va le retrouver dans l'astrologie, on va le retrouver dans... Il va travailler dans la géomancie. Est-ce que ce qu'on appelle symboles actuellement ne sont pas simplement des signes, les signes chimiques, les signes arithmétiques, mais ou les signaux les panneaux de signalisation qui nous disent rouge, vert, bon, on sait ce que c'est. Et vous pouvez, vous qui avez étudié les symboles, nous parler de ce qu'a été de façon archaïque le symbolisme, à savoir que quelque chose de concret nous amène vers quelque chose d'abstrait. Par exemple, à l'origine, je donnais un morceau d'assiette, mais enfin ça, c'est plus léger maintenant. Et entre deux amis, lorsqu'ils partaient et que je lui envoyais mon fils ou quelqu'un de confiance, je lui donnais l'autre papier, voilà, c'est ça un symbole pour moi. Et là, parce que ça n'est jamais le même, donc si ça correspondait, il savait que c'était mon ami et qu'il pouvait lui faire confiance et lui faire crédit. Et lui donner, c'était une lettre de change. Et je suis certain que vous avez quelque chose à dire sur ça, qui me paraît passer d'un morceau de concret, un morceau d'assiette, de passer au fait qu'il y a une amitié, une fidélité, et on passe de la terre au ciel. Voilà. Dans votre exemple, c'est plutôt la notion de clé. Il y a la clé et la serrure, qui sont les deux parties de l'assiette, qui permettent de se reconnaître. Mais pour moi, le symbole, il y a une dimension universelle. Pas forcément pour 100% des gens, mais les panneaux de signalisation, par exemple, tout le monde est censé les connaître. Si c'est qu'une clé qui sert qu'à une personne, je n'appellerais pas ça un symbole. Voilà. Symbole, l'étymologie de symbole, c'est ça veut dire ce qui rassemble. Le contraire de diable, diabolos, qui est ce qui sépare. C'est ça le symbole étymologiquement, et pas les signes actuels. Enfin, c'est ce que c'est devenu. Oui. On a perdu la notion de symbole. Parce que là, dans votre exemple, ça rassemble deux personnes, chacun un morceau d'assiette, alors que des symboles plus généraux, ça rassemble quand vous voyez les automobilistes se regarder devant le rouge, ça ne les rassemble pas, hein, au contraire. Ils respectent les droits, donc. Puis l'homme n'a que deux positions stables, debout ou allongé, quand il dort ou quand il est mort. Donc c'est les deux grandes étapes de la vie.
J'ai tendance toujours à, quand j'assiste à un sujet, j'aimerais voir l'utilité. Et en fait, avec votre présentation, ça me rappelle le mythe de la caverne quand on parle du monde réel et son ombre, de la vérité et son ombre en fait. Et là, je prends ces symboles comme on peut dire, peut-être l'essence de quelque chose et puis les formes qu'il peut prendre. Enfin, c'est là quand vous avez expliqué l'éolienne, la croix, enfin le sinusoïdal, pour moi c'est, voilà, il y a l'essence de quelque chose, ensuite l'application de tout cela, donc les formes qu'il peut prendre. Et du coup, c'est peut-être dans notre pensée, c'est intéressant de voir l'essence de ces choses-là pour comprendre leur fonctionnement. Et dans l'essence et la forme, c'est comme nous, par exemple, je peux dire, parce que vous avez parlé du mouvement, ça m'a rappelé à ça, c'est que je peux dire, voilà, je suis une femme, je suis une forme de l'humain, parce qu'il y a homme, femme, et puis l'humain, c'est une forme du monde animal, puisqu'il y a autre chose, donc c'est l'animal qui est l'essence de l'humain. Ensuite, pour l'animal, je peux dire c'est une forme de la vie, du vivant plutôt. Puis le vivant, c'est une forme du mouvement. J'arrive au mouvement, puisque pour qu'il soit vivant, il faut qu'il y ait un mouvement. Et puis après le mouvement, si je cherche l'essence, ça pourrait être la force, puisqu'il faut avoir une force pour avoir du mouvement. Et puis pour arriver à avoir la force, on va dire l'essence de la force, c'est l'amour. Enfin, c'est ce genre de choses pour dire au final, l'homme, la femme, c'est finalement une forme de l'amour. Si je remonte tout cela, c'est pour arriver à cette essence et dire ok, c'est le symbole, mais comment dans la vraie vie pratico-pratique, comment ça peut m'aider dans mon évolution terrestre, puisqu'on parlait du plan terrestre. Voilà, c'était des idées à partager. Définissez parfaitement bien ce qu'est le symbole. Le symbole, c'est ce qui permet, c'est une chose concrète qui permet de dire ce qui est ineffable, voilà. Ce que vous ne pouvez pas dire avec les mots ni avec des signes. C'est ça le symbole. Je pense au soleil, c'était un vrai symbole de penser, comme les Égyptiens, qu'il était Dieu. Puisque, comme a dit Madame, il faut bien une énergie pour... l'énergie, elle vient de quelque part. Donc ils ont pensé que sans le soleil, il n'y avait pas de vie. Donc c'est le symbole de la vie. Et c'est surtout le symbole de Dieu. Parce que, au-delà de l'énergie du soleil, il fallait bien, ce qu'ont découvert les monothéistes, c'est que le soleil était également une créature. Et qu'il fallait bien qu'il y ait une source au-delà, qui elle était inappréhendable. Et donc, c'est ça le symbole, c'est de nous faire accéder à quelque chose d'inappréhendable par quelque chose de concret. Nous n'avons pas d'autres moyens et ça répond à l'utilité des symboles. Pas les symboles conventionnels. On peut le voir ici, si on considère que là c'est l'absolu, le centre, autour on a le monde réel, des objets, des oiseaux, etc. Et entre les deux, on a le monde symbolique, qui est à la fois réel, mais bon, qui sert à rien, sauf à être symbolique. Et donc il faut faire le passage entre les deux, pour monter, descendre. Mais j'avais déjà décidé. Mais le symbolisme au départ, au XIXe siècle, c'était ce courant de pensée illustré par des poètes comme Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, voilà, oui, c'est ça, qui était justement en rupture avec tout ce courant de culture qui était figuratif, qui était vraiment très carré, où le réel était réel, et puis ma foi, voilà,
très pesant d'un certain côté, et il voulait essayer de renverser un peu ça, de rouvrir justement à travers le symbolisme. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais sur l'étymologie même du mot symbole, symbolon, c'est qu'en fait, il y a deux parties, il y a deux éléments, et le symbole, en quelque sorte, est une partie d'une réalité un peu au-delà. C'est Aristote qui disait toutes les activités de ce monde ont leur source dans un mouvement, dans une autre dimension. Je ne me rappelle plus la phrase exacte d'Aristote. Les penseurs déjà dans l'Antiquité avaient déjà pressenti ça. Et cette idée-là, c'est de dire en effet que là, toi, tu exprimes pas mal en effet le côté du symbole dans son expression chimique, scientifique, technique, etc. Mais en effet, il y a cette dimension plus profonde. Mais je voulais faire je ne veux pas être trop long, mais je voulais dire une deuxième chose par rapport à ça, c'est que, et justement pour avancer dans la compréhension des choses, il y avait un anthropologue, Stewart Cullen, au 19e siècle, qui est très connu parce qu'il a énormément travaillé sur l'origine des jeux. Voilà, alors, les jeux, c'est un peu trivial, hein, en fait, les jeux de société, hein, dans l'Antiquité, etc. Voilà. Et il s'est aperçu d'une chose incroyable, c'est que des deux côtés des continents, l'Amérique et l'Asie, on retrouvait, alors on sait qu'ils ont été cousins, mais sans qu'il y ait communication entre les deux cultures, amérindiennes et asiatiques diverses, hein, les peuples asiatiques en général, il s'est aperçu qu'on retrouvait des jeux totalement similaires. Un exemple, par exemple, c'est le jeu coréen, le Yut, qui ressemble à nos petits chevaux, et il y a un jeu totalement similaire chez les Indiens d'Amérique du Nord, où il n'y a pas de dés, mais on jette 4 bâtons, comme cela, c'est comme des dés en quelque sorte, et on se déplace dans un schéma circulaire avec une croix au centre, qui ressemble à nos petits chevaux, hein, c'est vraiment saisissant d'ailleurs, et l'essence de cela, c'est de dire que les deux civilisations, finalement, justement, ont le symbole qui est, quelque part, les 4 grandes directions de l'espace, toutes ces choses-là font partie de l'essence humaine, quoi. Et que c'est ce que disait Jung dans toutes ses recherches, c'est que finalement, parce que le monde est atomique, et structure, et mathématique, l'être humain, dans sa psyché, finalement, va retrouver et recréer ces symboles dans sa culture, quoi. Voilà. C'est archétypal.